Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% gastronomique avec la critique de Kirby Triple Deluxe, The Place to Be, No-chan et un rétro magic consacré à Solomonski. Et tout ça, ce sera après une page d'actu en couleur. À force de faire des expérimentations sur des rats de laboratoire, et vu le temps depuis lequel ces derniers complotent, il fallait s'en douter, les rongeurs ont fini par arriver à leur fin. Ils ont réussi à prendre le contrôle du laboratoire spatial où ils étaient retenus. Maintenant, ils passent à la deuxième étape de leur plan machiavélique, se débarrasser de la plus grande menace qui pèse sur eux, leur prédateur naturel, les chats. Et ensuite, accessoirement, conquérir le monde. C'est à ce moment que vous intervenez, quand vous vous apercevez que votre félin préféré, Scram Kitty, a disparu, enlevé par les fourbes méca-rongeurs. À bord de votre véhicule à roulettes, vous vous introduisez dans la station spatiale pour courir sur les malfaisants comploteurs aux dents longues. Vu de dessus, comme dans un kuru-kuru-kururin, le vaisseau se dirige en glissant le long des bordures des différents niveaux, comme s'il était sur des rails. Heureusement, il y a la possibilité de sauter et disposer d'un arsenal varié pour tenir tête à ses ennemis et secourir les chatons prisonniers tout au long des niveaux. Scram Kitty and His Buddy on Rails mélange shoot et plateforme, 2D et 3D, avec une patine vintage bien sympathique. Le studio écossais Dako Dako propose un jeu nerveux qui semble pouvoir s'explorer plusieurs fois pour pouvoir trouver tous les félins des différents niveaux et débloquer toutes les zones. Il sera possible de se faire un avis dès le 15 mai. Don't Starve, le survival addictif du studio Clay Entertainment à l'ambiance burtonienne, est sorti en avril 2013, soit il y a un peu plus d'un an. Pour fêter cela, la première extension du jeu, Reign of Giants, est sortie le 30 avril 2014. Au programme, de nouvelles créatures, de nouveaux personnages, un dépoussiérage de quelques vieux mécanismes et l'introduction de nouveaux, comme l'apparition d'une nouvelle pleine lune. Pas mal de contenu, mais surtout une difficulté revue à la hausse. À tel point que, la première fois, le jeu en avertit même le joueur téméraire, qui aurait l'audace de se lancer dans l'aventure de Reign of Giants, avant d'avoir réussi à survivre 32 jours dans le jeu. Sound Shapes est un jeu mélangeant musique et plateforme sorti sur PS3 et Vita en 2013 avant de connaître une sortie sur PS4 l'an dernier. Chaque interaction avec un élément du décor modifie la musique tout au long du parcours du joueur qui participe ainsi activement à la bande-son de chaque niveau. Si le contenu semblait un peu léger au départ et que le tout ne se révélait pas franchement difficile, la communauté très active a permis, grâce à sa contribution, de découvrir de nombreux niveaux inédits. Plusieurs DLC ont également agrémenté le jeu grâce à de nouveaux instruments et différentes ambiances sonores. Près de 2 ans après sa sortie initiale, les DLC à prix toujours réduit continuent d'arriver. Depuis quelques jours, ce sont 2 nouveaux packs de contenu qui sont disponibles. Le pack Brass Sound, qui comprend de nombreuses sonorités de cuivre et autres instruments à vent pour ajouter des tonalités jazz ou funky à vos niveaux. Le pack Nature, quant à lui, est un environnement graphique qui a un thème très logiquement bucolique, arbres, forêts et végétation en pagaille. De quoi continuer à s'amuser sur ce titre au concept amusant et toujours aussi beau graphiquement. Sujet de société à présent avec la critique de Kirby Triple Deluxe. Depuis le temps qu'on nous rabat les oreilles avec manger, bouger, regardez Kirby. Lui, il arrête pas de sauter de plateforme en plateforme, de taper sur les boss, de tomber dans des trous, de s'envoler, de pirouetter, de virevolter. Mais par contre, il arrête pas de grignoter entre les repas. C'est pour ça qu'il est toujours aussi potelé. En tant que jeu portable, Kirby Triple Deluxe a la lourde tâche de faire suite à l'excellentissime Kirby Mass Attack sorti sur DS en 2011. Mais aussi impressionnant fut-il, Mass Attack n'était pas un Kirby classique, mais plutôt un spin-off ultra inventif où l'on ne contrôlait pas directement le personnage. En fait, on le dirigeait à distance, lui et ses 9 clones, à l'aide du stylet. La version 3DS qui nous intéresse aujourd'hui, elle, n'exploite pas le stylet et se présente comme un jeu de plateforme reprenant le gameplay et le moteur 2.5D du Kirby's Return to Dreamland, sorti sur Wii en 2011 et renommé Kirby's Adventure Wii pour l'Europe. Ce dernier, sympathique au demeurant et jouable jusqu'à 4 en local, nous avait laissé un peu sur notre faim, ce qui est tout de même un comble pour un titre Kirby. Reste à voir donc si cette version 3DS saura relever le niveau pour, qui sait, concurrencer Kirby Mass Attack. Kirby est une série moins figée que les jeux de plateforme Super Mario en termes d'histoire. Plutôt que de reproduire sans cesse le même schéma, HAL Laboratory s'est toujours amusé à inventer des contextes assez originaux.
On peut ainsi voir le scénario de Triple Deluxe comme un clin d'œil à l'enlèvement récurrent de la princesse Peach dans les Super Mario. Sauf qu'ici, ce n'est pas une princesse qui est enlevée, mais un roi. Le héros n'étant pas un type moustachu, mais une petite boule rose toute mignonne. Tout débute avec l'apparition d'une espèce de haricot géant, la tige des rêves, qui pousse en l'espace de quelques secondes pour propulser la maison de Kirby dans les airs. Au petit matin, il sort, les yeux encore embués par le sommeil, pour chuter de son palier comme dans un mauvais rêve. Cette fois-ci, définitivement réveillé, il assiste impuissant au kidnapping du roi Dadidou. Kirby et son estomac magique n'hésitent pas une demi-seconde et se lancent au secours du monarque de Dreamland. Pour l'anecdote, Dadidou fut longtemps le bad guy de la série avant de devenir le pote de Kirby à la fin du Kirby's Adventure de la NES. Ça paraît évident comme ça, mais nous allons glisser ici un petit mot sur le character design de la série, tout bonnement exceptionnel. En fait, Kirby est l'incarnation même de l'adjectif kawaii, au même titre que, et cette liste de personnages internationaux n'engage que l'auteur de cette critique, le sergent grenouille Kelolo, le petit écuyer en armure Hoon de Jace et les Conquérants de la Lumière, le Tony Chopper de One Piece, Nono le petit robot de Ulysse 31, Pom Pom Poulin, le chat Mooch des comic strip Mutts, le Slime des Dragon Quest, et bien entendu Snoopy. Si vous n'appréciez pas le design de Kirby et des autres créatures du jeu, il est évident que ce titre fonctionnera moins sur vous, quelles que soient ses qualités en termes de gameplay. A l'inverse, si vous êtes sous le charme, alors HAL Laboratory et Nintendo ont déjà fait les 3/4 de leur boulot. Ce nouveau Kirby ne déroge pas au principe inhérent à la série. Lorsque Kirby aspire certains ennemis, il peut les avaler pour copier leurs pouvoirs ou caractéristiques. On retrouvera des transformations classiques, parasol, foudre, feuille, feu, glace, rocher, fouet, ninja, épée, lance, bombe. Et quelques nouvelles, comme le scarabée, l'archer, la clochette ou encore l'acrobate de cirque. Certaines de ces transformations rendent hommage à des jeux Nintendo, comme celle de l'épée où Kirby prend l'apparence d'un Link rose bonbon. En tout, plus d'une vingtaine de pouvoirs peuvent ainsi être obtenus, sachant que tous sont associés à une palette d'attaques plutôt variée, ce qui justifie d'ailleurs la présence d'un minigame de combat jouable en solo, ou en multijoueur jusqu'à 4 avec un seul exemplaire du jeu. À chaque fois que Kirby obtient l'un de ses pouvoirs, il perd la capacité d'aspirer ses ennemis. Et s'il se fait toucher, le bonus de transformation sera expulsé et le joueur aura quelques secondes pour le récupérer ou non. En fonction du pouvoir obtenu, certains mini-boss seront en effet plus ou moins faciles à battre. Il peut ainsi être avisé de se débarrasser d'un pouvoir inefficace pour se contenter d'aspirer les étoiles libérées par les attaques du mini-boss avant de lui recracher dessus, ce qui causera pas mal de dégâts. Autre subtilité, certaines portes plus ou moins cachées, dissimulant l'une des gemmes solaires à récupérer dans les niveaux, nécessitent un pouvoir précis. Kirby Triple Deluxe dispose donc d'une bonne rejouabilité, le joueur étant amené à refaire les niveaux afin de collecter toutes les gemmes solaires, sachant que de celles-ci dépend l'accès au boss final de chacun des 6 mondes traversés. Parmi les autres bonus à récolter, on trouve les étoiles qui permettent d'obtenir des vies supplémentaires, de la nourriture afin de regagner de la vie, et les 256 porte-clés 8 bits à trouver et échanger via le Street Pass. Et ce n'est pas fini, on a gardé le meilleur bonus pour la fin, le pouvoir Mega Nova. Ce fruit magique, obtenu dans certains niveaux, décuple le pouvoir d'aspiration de Kirby, qui peut alors engloutir des pans entiers des décors. Spectaculaire et totalement jouissif, le pouvoir Mega Nova permet ainsi de déplacer de gros obstacles ou des créatures énormes. HAL Laboratory a également exploité avec brio certaines spécificités de la 3DS, comme sa 3D relief via un level design tout en profondeur particulièrement séduisant. Des ennemis se déplaceront ainsi en arrière-plan pour envoyer des projectiles sur le joueur situé au premier plan, sachant que l'on pourra aussi naviguer sur ces différents plans en s'agrippant à des étoiles spéciales, les étoiles Warp 3D. Les level designers ont ici fait preuve d'une grande inventivité et on sera régulièrement surpris par les mécaniques de jeu mises en place pour exploiter ces niveaux adaptés à la 3D relief. Comme cette espèce de poutre géante par exemple, que l'on déplacera au premier plan et dont la taille permettra d'activer des mécanismes situés tout au fond du niveau. Au final, Kirby Triple Deluxe va beaucoup plus loin qu'un Donkey Kong Country Returns 3D dans son usage de la 3D relief, qui est ici exploité à des fins gameplay et non pas uniquement cosmétiques.
Bien entendu, on peut tout à fait désactiver la 3D relief ou jouer sur 2DS sans que cela pose le moindre problème. Le gyroscope de la 3DS est également exploité dans les niveaux, voire dans les menus comme ici où l'on verra les porte-clés basculer de gauche à droite sur leur support au gré des mouvements de la console. Mais rassurez-vous, dans le jeu lui-même, les séquences gyroscope sont plutôt sympathiques et ne viennent pas perturber le gameplay plateforme du jeu. Dernière précision, outre les jeux de combat, d'ailleurs très sympa dans son approche Super Smash Bros du genre, un autre minigame cette fois-ci rythmique est proposé. On contrôlera non plus Kirby, mais le roi Dadidou qui sautera sur des tam-tams pour récupérer des étoiles en suivant le tempo de la musique. Kirby Triple Deluxe n'est pas un jeu très difficile et se terminera une première fois en 8 petites heures pour qui ne cherche pas à obtenir toutes les gemmes solaires. Si Kirby's Adventure Wii vous avait déçu à ce niveau, alors il en sera de même avec Triple Deluxe. Ceci dit, le jeu se rattrape sur d'autres points, comme un level design exploitant intelligemment la 3D relief, une grande richesse en termes de pouvoir à exploiter, ou encore la variété des coups mis à notre disposition pour chacun d'entre eux. Mais là où le jeu impressionne le plus, c'est sans doute au niveau de sa réalisation technique et graphique. Tout simplement sublime pour qui apprécie les univers mignons tout plein. Kirby Triple Deluxe est un modèle de fluidité et il est difficile de ne pas être épaté par le pouvoir Meganova, mais aussi la réactivité des environnements ainsi que les animations des personnages. C'est dans les détails que ce titre puise l'essentiel de son game appeal, et à ce niveau, nous sommes servis. Du petit moonwalk exécuté par Kirby lorsqu'il termine un niveau après avoir joué les boules roses canon, à la détresse des monstres cherchant à fuir la puissance du pouvoir Meganova en s'abritant dans une maison de paille, puis de bois, jusqu'à... ça. Il est difficile de ne pas se laisser absorber par la bonne humeur communicative de ce nouveau Kirby portable. Les collectionneurs seront également ravis de pouvoir récupérer les magnifiques porte-clés rétro. Quant à la durée de vie du titre, celle-ci pourra être allongée une fois l'aventure terminée une première fois, mais nous n'en dirons pas plus à ce niveau. S'il souffre encore de la comparaison avec Kirby Mass Attack, Kirby Triple Deluxe n'en reste pas moins un très bon jeu d'aventure exploration, avec un gameplay plus profond qu'on ne pourrait le penser. Si vous possédez une 3DS et que vous n'êtes pas allergique à tout ce qui est rose bonbon, on ne peut que vous conseiller ce jeu. Gastronomie toujours dans 100%, puisque le samedi 17 mai sur la place du village à Roquebillière se tiendra la fête des boulangers. Quant aux autres events mineurs, je les ai délégués à Médoc. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Cette semaine, j'ai décidé qu'on allait la faire courte. Je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme à No Life en ce moment. Le samedi 17 mai à Lyon, t'as le Florent Gorge qui dédicace le DVD des oubliés de la Play Store à la librairie Glénat. C'est la première fois qu'on pourra se procurer l'objet en fait. L'occasion de taper un peu la discute avec le bonhomme qui aura probablement son costume de prof. Et pourquoi pas du coup de rentrer dans un délire roleplay. Genre tu l'appelles Fudo Sensei et lui il t'appelle je sais pas quoi Kun. Puis tu portes un Sailor Fuku. Puis tu t'es embrouillé avec le club de kendo parce que je sais pas quoi. Donc t'as 1 heure de colle mais t'inquiète parce que c'est quoi ce scénar de merde? Les 17 et 18 mai, t'as Geekopolis, donc toi-même tu sais. T'auras dans un premier temps Seb qui te fera une conférence le samedi à 14h30, donc ça c'est bien. Mais c'est pas tout, parce que Geekopolis c'est le festival des cultures imaginaires auquel No Life est associé et pour lequel on donne même des places. Alors bon, par contre, si on n'est pas la première diffusion de The Place to Be mardi à 19h, c'est pas la peine d'essayer. Maintenant, écoute, attention, mets-toi sur internet là, j'attends. Ça y est? Très bien. Les 5 premiers qui envoient un mail à cette adresse gagnent chacun 2 places. Ah ouais, non, attention, avec moi, il n'y a pas de jeu concours. Hein. Moi, je vais direct à l'essentiel. Comme en amour. Du 16 au 18 mai à Toissay, t'as la Very Important Party 2014. Alors là, on est sur de la démo party, hein, avec des concerts, des projections et des conférences. Et on est surtout sur de la démo party parce que c'est estampillé The Place to Be Free pour les femmes. Alors, je suis le premier à me battre contre les clichés, tout ça. Mais là, les mecs, c'est limpide, hein. Vous êtes carrément en chien. En même temps, je bitch, mais ça peut faire des belles histoires. Moi, je connais des démo makers qui ont perdu leur virginité de manière précoce, à 34 ans. Les 17 et 18 mai à Besançon, t'as la première édition de Play With Me.
C'est une convention avec des jeux, rôles, figurines, vidéos, sociétés, avec du combat médiéval aussi. Et c'est en ce moment même en train d'essayer de se financer sur My Major Company. Donc si t'es sur Besançon et que tu veux qu'il s'y passe quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vote pour le jeu top, vote pour le J-Top, sois sage, reste vrai, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Elle est Mimi, cette Nono-chan, toute carrée, même si on voit passer tablette de chocolat, elle est à croquer. Moi, c'est bien simple, ça me donne envie de pâtisser partout. Salut bande de tacs, c'est Nono-chan. Ah, la pression sociale, cette vieille ennemie. Oui, vous avez craqué sur les conseils plus ou moins pressants de votre entourage, vous vous êtes mis à Puzzle & Dragon. Pauvre malheureux, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Mais en regardant le bon côté des choses, vous pouvez vous dire que c'est aussi une source inépuisable de bonheur. Comme le très lucide Pouillot le rappelait dans Extra Life, il est tout à fait possible de s'amuser à leveler sans payer. Le jeu est tellement bien fait qu'on peut progresser lentement mais sûrement sans débourser 1 € et même en tirer une certaine satisfaction. Réussir à avancer dans le jeu à la force de ses monstres, de ses compétences et de ses stratégies sans acheter de Magic Stone dans la boutique. C'est quand même trop bon. Et puis ce qui est excellent aussi, c'est le feeling très années 90 de kiffer grave un jeu japonais sans arrière-pensée, sans militantisme, sans parti pris, et de se laisser surprendre, de se laisser imprégner par la culture sans s'en rendre compte. C'est justement ce qui se passe avec un donjon à durée limitée. Le Gunma Collab dispo jusqu'au 19 mai. Un donjon bien déroutant au premier abord. Quoi ? On récupère des choux, des poireaux, des cubes de konjac ? C'est juste que Gungo a fait un partenariat avec le département de Gunma, une région un peu au nord de Tokyo, connue pour la qualité de ses poireaux. Bref, vous voyez le délire ? C'est comme si Gungo avait fait un partenariat avec l'Alsace et qu'on pouvait récupérer des choucroutes, des saucisses ou des tartes aux myrtilles à faire évoluer en super choucroute avec le skill qui tue. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez la puissance du truc. Et si vous résistez à la tentation de la microtransaction, vous savez ce qu'on dit ? Il n'y a pas de petites économies. Un petit euro par-ci, un petit euro par-là, et c'est le début de la richesse. Dans pas longtemps, vous pourrez déménager. Youhou ! Ça tombe bien, la résidence Razor à San Diego en Californie cherche acquéreur en ce moment. Cette maison vous dit quelque chose ? Peut-être parce que vous l'avez déjà aperçue dans les films Iron Man. C'est en effet la maison de Tony Stark, moins le labo secret et les armures au sous-sol. Dans la triste réalité, il n'y a qu'un bête home cinéma. Peut-être si on demande un petit effort à Seb, ça peut faire de chouettes locaux pour nos lives, non ? C'est que 14 millions de dollars après tout. Au moins, on aurait de la place pour mettre des trucs cool dedans. Comme ce bac à sable interactif qui fonctionne à l'aide d'un projecteur et d'un dispositif de type Kinect. Du coup, le bac à sable réagit à ce que vous bricolez dedans et c'est quand même la classe d'avoir un volcan dans son salon, non ? Le mieux, c'est qu'il resterait tout de même de la place. Du coup, on pourrait s'amuser avec l'Oculus Rift par exemple, avec cette simulation de deltaplane, le futur du motion gaming. Tiens, il y a un astérisque. Alors, il est où le renvoi pour la mention légale écrite en petit... Ah, voilà. Attention, amis vendus séparément de l'Oculus Rift. Si en cas d'utilisation d'amis, vous sentez un malaise, arrêtez immédiatement de jouer. Reposez-vous 15 minutes. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Heureusement qu'ils sont honnêtes et qu'ils précisent, on sait jamais. Si c'est médicalement contre-indiqué pour vous d'avoir des amis, ne désespérez pas. Il reste des moyens de s'amuser avec ce superbe casque de réalité virtuelle, comme cette table qui vous permettra de vous prendre pour un oiseau. Bon, là ça commence à être un peu n'importe quoi cette histoire. Pour terminer, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Si vous êtes 1 million à voter pour le jeu top, vous devez bien être des milliards à m'envoyer des lettres de fans éperdis. Je me suis dit que ça pourrait être super sympa d'avoir un petit espace pour communiquer avec vous. Je voudrais donc inaugurer une nouvelle rubrique, le courrier des lecteurs. Comme ça, vous pourriez me faire des compliments chaque semaine, auxquels je répondrai modestement, un peu de rose aux joues. Oh, vous savez, je ne fais que mon métier, ce genre de choses, quoi. On inaugure donc cette première rubrique avec le mail d'un fidèle téléspectateur qui est arrivé il y a quelques jours. Ah, j'ai hâte, j'en découvre le contenu avec vous. Sujet, à propos de Nono-chan. Ça commence bien.
Bonjour, je voudrais juste signaler que je n'ai toujours pas compris le but ni l'intérêt de cette rubrique des émissions 101%. Je comprends pour Rétro in Magic, Jeux rétro, A Place to Be, événements, le Top Music Japan, Japan in Motion, les places du Japon à fréquenter apparemment. Mais notre chaîne, sérieusement, c'est quoi? Ça veut nous parler de quoi? On n'y comprend rien. J'ai jamais accroché. Enfin voilà, bye bye. Bon, en fait, c'était une idée à la con. Hein, laissez tomber. Vu que le gentil téléspectateur n'accroche pas, on va tout arrêter. Hein. Et pendant que je m'abîme dans le gouffre béant de l'introspection, je retourne jouer à Pazzodola et je vous dis à la prochaine bande d'attaque. Et comme dessert de ce 100% exceptionnel, laissons donc Julien Pirou nous proposer un Esquimau. Un Solomon Skimo. Parmi les séries cruelles, les Solomonski occupent une place de choix. Sorti en 1986 sur arcade et développé par Tecmo, l'épisode initial a la réputation justifiée de proposer une difficulté crapuleuse. S'il obtient un certain succès dans les salles nippones, c'est sa version Famicom qui fera sa renommée dès 1987. Solomonski possède un scénario aussi maigrelet soit-il. Un coffre renfermant quelques terribles démons s'est ouvert suite à une manœuvre douteuse. Dana est envoyée récupérer la clé de Salomon pour enfermer à double tour le bestiaire maléfique. Solomonski est l'œuvre du game designer Michitaka Tsuruta, auteur de Bomb Jack, sorti 2 ans plus tôt. On sent déjà dans son parcours une envie irrésistible de faire des jeux s'adressant à un public consentant et acharné. C'est ainsi que Bomb Jack est un titre précis, rapide, nécessitant adresse, calcul et réflexion. Un mélange de puzzle et de dextérité. Solomonski, quant à lui, est un load runner inversé. Au lieu de faire disparaître des blocs, il est ici plutôt question d'en construire. Si Michitaka se focalisera plutôt sur l'aspect plateforme du jeu, un autre designer, dont le nom a malheureusement disparu dans les brumes du temps, va quant à lui s'occuper de l'aspect puzzle apporté par la construction de blocs. La dichotomie de ce binôme donne son identité au jeu, qui combine action et réflexion. Le but du jeu est très simple. Dans chaque pièce, Dana doit s'emparer d'une clé et rejoindre la sortie en un seul morceau. Il peut sauter, créer et détruire des blocs, ou lancer un nombre limité de boules de feu. Le jeu est une suite de tableaux dont le challenge évolue crescendo, s'enfonçant progressivement dans l'horreur. Oui, l'horreur. Ici, chaque mouvement s'effectue sous tension, car l'erreur est fatale. Flot infini d'ennemis, temps limité, level design impitoyable, mort instantanée au moindre contact. Certains niveaux deviennent réellement infaisables sans une maîtrise parfaite de la notion de timing, ici très rigoureuse. Un bloc mal placé est généralement synonyme de mort. Il n'y a pas de sauvegarde, et le game over fait tout recommencer du début. La difficulté n'est pas la seule chose qui impressionne le joueur, déjà grâce aux agréables mélodies de Michiharu Hasuya, compositeur de Ys 3. Et surtout grâce au bestiaire, magnifique, varié et perfide. Chaque ennemi possède ses propres trajectoires et envenime agréablement les parties. Terminer le jeu est mission impossible pour le commun des joueurs. Pourtant, Tecmo ajoute un jeu dans le jeu comme pour inciter à aller plus loin. En effet, chaque pièce renforce son lot de mystères. Bonus, fées à libérer, boules de feu supplémentaires. Le joueur peut ainsi s'amuser à créer des itinéraires libres, à détruire des blocs placés dans les coins les plus inaccessibles et pourquoi pas débloquer des niveaux cachés. Fort de son succès, le jeu connaît de nombreux portages, sur Master System et sur Game Boy sous le nom de Solomon's Club en 1991 au Japon. Puis en 1999, une version mise à jour de Solomonski sort sur Game Boy Color, sortie en Europe sous le nom de Monster Rancher Explorer, basé sur la licence de simulation de vie de Tecmo. Le principe simple et addictif de Solomonski laissait entrevoir la possibilité d'une suite. Ce fut chose faite en 1992 sur Famicom uniquement. Le jeu s'intitule sobrement Solomonski 2 partout dans le monde, excepté en Amérique du Nord, où il fut renommé Fire and Ice. Solomonski 2 propose une histoire à peu près aussi intéressante qu'un rapport de la Cour des comptes.
Concrètement, le jeu se déroule à une époque antérieure au premier épisode, alors que Dana n'était qu'apprenti magicien. La reine des fées de l'île Coolmint l'envoie renverser le despotique sorcier Druidle. Cette préquelle met en avant les oppositions entre feu et glace. Le but est ici d'éteindre les flammes à l'aide de blocs de glace que Dana peut créer et faire glisser. Si de nouveaux éléments de gameplay font leur apparition, Solomonski 2 ne bouleverse pas les mécaniques du premier épisode. Il se révèle une extension réussie du modèle d'origine, rehaussée par une esthétique plus mignonne et quelques ajouts comme un éditeur de niveau. Seule la version japonaise du jeu permet néanmoins de sauvegarder ses créations. L'exclusivité Famicom a tenu jusqu'en 2003. En effet, une version russe est réalisée sur ZX Spectrum par Vyacheslav Kalinin, spécialiste des conversions étonnantes sur l'ordinateur britannique tels que Worms ou Adventure Island. Les Solomonski réussissent à nouer les caractéristiques d'un grand jeu de plateforme avec celles d'un puzzle game. Ils demandent à la fois une lecture précise, de la dextérité et un degré de tactique soutenu. La fureur de certains passages les rapprocherait même de l'intensité d'un shoot'em up bien charpenté. Pour Michitaka Tsuruta, le jeu vidéo est une question d'équilibre. Les Solomonski en sont l'incarnation absolue. La série de Tecmo est d'une douce tyrannie, prenante et punitive, tel un défi lancé à l'orgueil des joueurs. Et comme c'est déjà la fin de ce 100% diététique, n'oubliez surtout pas, manger, bouger. Allez hop, on bouge. Des bisous, hop. 立ち止まったままあなた